Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. C'est Khadija Flat. On va aborder aujourd'hui le cours de l'acidocétose diabétique. Si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, n'hésitez pas surtout à s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste. Vous trouverez le lien de mon Instagram et de ma page médicale dans la boîte d'infos ainsi que dans le premier commentaire anglais. Et c'est parti. Alors, premièrement, les objectifs pédagogiques de ce cours est de définir l'acidocétose diabétique, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce que c'est qu'une acidocétose diabétique. Ensuite, on va évoquer les mécanismes physiopathologiques. Comment cette acidocétose diabétique arrive? Quels sont les mécanismes qui aboutissent à un état d'acidocétose diabétique? Ensuite, on doit énumérer les conséquences cliniques et biologiques, c'est-à-dire les signes cliniques et biologiques de cet état, de l'acidocétose diabétique, les principales complications de l'acidocétose diabétique, et ensuite on va faire quelque sorte les étiologies en un mot, c'est-à-dire les étiologies qui vont aboutir à l'état de l'acidocétose diabétique. C'est ça le plan du cours. Alors commençons par une petite introduction. Donc l'acétocétose diabétique, donc c'est un motif fréquent d'admission aux urgences et en réanimation. Donc c'est la plus fréquente des complications métaboliques aiguës du diabète. Donc c'est déjà le mot diabétique, c'est-à-dire c'est une complication métabolique du diabète. On va aborder les mécanismes. Complique souvent un diabète de type 1 et rarement un diabète de type 2. Pourquoi? Parce que l'acidocétose diabétique pour qu'elle arrive, il faut un état de carence qui est importante en insuline. Et la carence importante en insuline, on la trouve dans l'état de diabète de type 1. D'accord? Qu'il y a un mécanisme, on sait que dans le diabète de type 1, il y a une cytotoxicité cellulaire, donc un mécanisme auto-immune. Donc les cellules de notre organisme, donc les LT8, vont détruire les cellules bêta du pancréas, et donc le pancréas n'arrive plus à sécréter de l'insuline, et donc on aura une carence accrue en insuline. D'accord? On va détailler plus les mécanismes qui vont arriver que l'acidocétose diabétique va se construire. D'accord? Alors que dans le diabète de type 2, on a une synthèse qui est normale en insuline, alors que on aura une résistance à l'action de l'insuline, c'est-à-dire les cellules ne répondent pas à l'action de l'insuline, mais l'insuline elle est là, d'accord, et du coup il y aura pas une carence vraiment d'insuline, et l'acidocétose diabétique, il n'y a pas un risque accru de formation de l'acidocétose diabétique en cas de diabète de type 2. Vous allez me dire quelle est la relation entre l'insuline et l'acidocétose diabétique. Eh bien, on va détailler dans le mécanisme. Alors, l'incidence a diminué, et ça à cause de l'amélioration du traitement et de la prise en charge. Et la mortalité, elle est inférieure à 1% dans les centres de référence, alors que dans d'autres centres, la mortalité peut arriver jusqu'à 5% des cas, c'est-à-dire dans 100 personnes qui vont développer l'acidocétose diabétique, 5 de ces 100 personnes vont mourir, d'accord? L'acidocétose diabétique est une complication aiguë, c'est-à-dire de façon brutale, majeure et potentiellement mortelle du diabète, caractérisée par une hyperglycémie, une acidose métabolique à taux anionique élevé et une cytonurie. Pour expliquer ça, on doit dessiner quelque chose. Alors, voici un vaisseau sanguin, et le vaisseau sanguin, d'accord, contient du glucose. Alors, le vaisseau sanguin contient du glucose, donc voici les molécules du glucose. Ces molécules du glucose ont arrivé vers le sang grâce à un mécanisme de dégradation de toute chose qui contient la glucose dans notre alimentation, grâce au tube digestif qui va dégrader tout ce qui contient le glucose, d'accord? Et donc seul le glucose, le galactose et le fructose vont passer vers la circulation sanguine. Donc ce qui nous intéresse, c'est le glucose, d'accord? Qui est un sucre qui est simple, d'accord? Et donc le glucose, il doit rentrer vers la cellule, d'accord? Parce que la cellule a besoin du glucose pour synthétiser de l'ATP et synthétiser de l'énergie. D'accord? Et pour cela, on doit utiliser l'insuline comme clé, d'accord? Pour que le glucose rentre à l'intérieur de la cellule, d'accord? Pour produire de l'énergie. Donc l'insuline, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faciliter l'expression de certains transporteurs appelés les GLUT4,
D'accord? Les GLUT4, ils sont insulinodépendants, c'est-à-dire leur expression ne se fait qu'en présence d'insuline. D'accord? Les GLUT4, glu pour glucose, étaient pour transporteurs, donc glucose transporteur de type 4, qui sont insuline dépendants, et donc leur expression est dépendante de l'insuline. D'accord? C'est ça le rôle de l'insuline. Ensuite, le glucose va rentrer à la cellule. D'accord? Quand il rentre à la cellule va utiliser le glucose pour synthétiser de l'énergie, d'accord, de l'ATP pour fournir les différentes, pour fournir de l'énergie pour les différentes activités de l'organisme. Alors ça, c'est la physiologie, c'est la chose normale qui est dans notre organisme. Voici la physiopathologie. Alors, on n'a plus d'insuline, d'accord, parce qu'on a un diabète de type 1 par exemple, on n'a plus d'insuline et donc on n'a plus de la clé qui fait rentrer la glucose au niveau de la cellule. Donc on n'a plus cette expression de GLUT4, on n'a plus de rentrée de glucose au niveau de la cellule, d'accord, et donc on n'aura plus de synthèse d'ATP, plus d'énergie. D'accord? Et donc le glucose qui sera en excès au niveau du sang. D'accord? Donc on aura une hyperglycémie. C'est ça la première manifestation. D'accord? Ça c'est la première manifestation, c'est l'hyperglycémie. Et donc on n'aura pas on n'aura pas d'insuline, on n'aura pas de rentrée de glucose au niveau de la cellule. D'accord? Et la cellule ne va pas synthétiser de l'ATP. Qu'est-ce qu'elle va faire? L'organisme, qu'est-ce qu'il va faire pour synthétiser l'ATP? Il va utiliser d'autres moyennes pour synthétiser de l'ATP. D'autres moyennes pour synthétiser de l'ATP. Quelles sont ces moyennes? Eh bien, on a dans notre corps des cellules graisseuses qu'on appelle les adipocytes. Donc ça, c'est une cellule greffereuse qu'on appelle l'adipocyte. D'accord? L'adipocyte, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dégrader les acides gras, d'accord? Elle va dégrader les lipides, pratiquement, en acides gras. D'accord? Elle va dégrader les lipides en acides gras. Les acides gras vont partir jusqu'au foie. Donc voici le foie. Les acides gras vont partir jusqu'au foie. Ils vont être oxydés, d'accord, en acétyl-CoA. L'acétyl-CoA, dans cette étape, il a deux choix. Soit il rentre dans le cycle de Krebs, d'accord, soit il rentre dans le cycle de Krebs pour fournir de l'ATP, soit il se transforme en corps cétoniques, qu'on appelle les corps cétoniques, d'accord, qui sont des acides. Soit il transforme en corps cétonique. Alors, à un certain moment, on a une hyperdégradation des lipides parce que le corps n'a plus d'énergie, n'a plus d'ATP, et on aura une hyperproduction d'acides gras, on aura une hyperproduction d'acétyl-CoA, et donc le cycle de Krebs va être temporairement inhibé, il va être dépassé. Et donc l'acétyl-CoA, il doit être obligé à emprunter la deuxième voie qui est la transformation en corps cétonique. D'accord? Et bien sûr, les corps cétoniques vont migrer vers la circulation sanguine. Donc voici les corps cétoniques qui vont migrer vers la circulation sanguine qui sont des acides. Ils vont provoquer un état d'acidocétose diabétique. D'accord? Donc ils vont s'accumuler au niveau du sang. Vous voyez dans la pathologie deux parties. On a le mot acido qui vient du mot acidose et on a le mot cétose qui vient du mot corps cétonique. Alors quelle est la relation entre l'acidose et les corps cétoniques? Tout simplement, les corps cétoniques qui sont au niveau du sang, d'accord? Donc voici les corps cétoniques qui sont au niveau du sang. Ils vont faire quoi? Ils vont faciliter l'inhibition des bicarbonates. Donc, au niveau de notre sang, on a du bicarbonate, d'accord, qui sont des ions négatifs. D'accord, qui sont des ions négatifs. Et comme les corps cétoniques ont une charge négative, ils vont stimuler la sécrétion, l'élimination des bicarbonates au niveau des urines. Donc, on aura une élimination des bicarbonates au niveau des urines, d'accord, et donc diminution du taux de bicarbonate au niveau du sang. Rappelez-vous de l'équation, le pH est égal le taux de bicarbonate sur la PaCO2, d'accord?
Et quand le taux de bicarbonate diminue à cause de l'élimination au niveau des urines, le pH va forcément diminuer, ce qui va causer une acidose, c'est-à-dire la diminution du pH du sang, métabolique, parce que l'acidose, elle est causée par la diminution de le taux de bicarbonate. Je vous invite à voir la vidéo où j'ai parlé des cas d'acidose et d'alcalose, d'accord? Et donc métabolique, pourquoi? Parce qu'elle est causée par la diminution du taux de bicarbonate. Alors que si elle est causée par l'augmentation du PaCO2, on dit que c'est une acidose respiratoire. Là, c'est le cas de l'acidose métabolique, c'est-à-dire c'est une diminution du pH du sang causée par une diminution des bicarbonates qui sont éliminés dans les urines à cause des charges négatives des corps cétoniques. Et voici la définition totale de notre pathologie. Donc la définition de la pathologie, c'est quoi? C'est une augmentation, c'est une diminution du pH du sang. Donc c'est déjà une acidose, d'accord? Cétose, c'est-à-dire c'est une augmentation du taux de corps cétonique au niveau du sang. Diabétique, pourquoi? Parce qu'elle est due au diabète de type 1 et parce qu'elle est due justement à l'hyperglycémie et la carence en insuline. D'accord? Donc c'est ça notre pathologie. Donc elle est caractérisée par une hyperglycémie, une acidose métabolique qu'on a déjà expliqué, un trou anionique élevé, ça veut dire quoi un trou anionique élevé? Donc c'est déjà, elle est caractérisée par une cétonurie. Pourquoi? Parce que les corps cétoniques qui sont en excès au niveau du sang, ils vont être éliminés au niveau rénal. Ils vont être éliminés au niveau des urines. Donc on aura aussi une cétonurie. D'accord? Donc au niveau des urines, on peut trouver les corps cétoniques et on peut les détecter par les bandettes urinaires. Alors, comment on calcule le trou anionique? Donc, le trou anionique, c'est juste une équation qu'on calcule pour faire la différence entre la quantité de la somme des cations au niveau du plasma et des anions au niveau du plasma. D'accord? Donc, on fait quoi? On fait le Na+, le trou anionique est calculé par le Na+, d'accord? Plus le K+, ou bien le Na+, moins le Cl-, d'accord, moins la quantité du Cl-, la concentration du Cl- au niveau plasmatique, moins le ACO3-, d'accord, qui est bicarbonate. D'accord? Qu'est-ce qui va passer en cas d'acidocétose diabétique? On a dit que le taux de bicarbonate est éliminé au niveau des urines. Donc on aura une diminution, d'accord, une diminution du taux de bicarbonate. D'accord? Et donc le trou anionique sera comment? Élevé. Pourquoi? Parce que le Na+, comment dirais-je, on élimine la quantité du chlore, et on doit éliminer aussi la quantité d'AC3-. Quand la quantité de AC3- diminue, d'accord, l'équation ou bien tout le trou anionique va forcément augmenter. D'accord? Va forcément augmenter. Donc le trou anionique en cas d'acétocétose diabétique, retenez qu'il est augmenté à chlorémie normale. C'est-à-dire le chlore n'est pas touché généralement à chlorémie normale. D'accord? Très bien. Donc, il se produit lors de la carence en insuline absolue ou relative, inhibe la capacité du glucose à pénétrer dans les cellules, comme on a déjà dit, pour être utilisé comme carburant métabolique, comme source d'énergie. Donc, le résultat étant que le foie décompose rapidement les graisses. Décompose rapidement les graisses en cétone, c'est-à-dire en corps cétoniques qui sont des acides forts, d'accord, pour les utiliser comme source de carburant, c'est-à-dire pour l'utiliser comme source d'énergie. On sait que les corps cétoniques, quand ils vont vers le sang, ils vont disperser vers les différentes cellules pour être dégradés encore fois pour acide-CoA, et l'acide-CoA rentre dans le cycle de Krebs et on aura par cette méthode de l'ATP. D'accord? Alors, pour le rôle de l'insuline, alors le rôle de l'insuline rapidement, donc à l'état normal, l'insuline va activer la glycogénogénèse hépatique et musculaire, c'est-à-dire qu'il va activer la synthèse du glycogène, d'accord, à partir de molécules de glucose, puisque c'est une hormone qui est hypoglycémiante. Il faut savoir que c'est la seule hormone hypoglycémiante au niveau de l'organisme, alors qu'on a plusieurs hormones hyperglycémiantes. Donc l'insuline est la seule hormone hypoglycémiante. D'accord? Deuxièmement, l'insuline inhibe la glycogénolyse hépatique. Pourquoi? Parce que la destruction du glycogène va produire de glucose. Et on sait que l'insuline a un rôle hypoglycémiant. Donc il va inhiber la glycogénolyse hépatique et musculaire. D'accord?
inhibe la lipase tissulaire. La lipase tissulaire, c'est l'enzyme qui va dégrader les lipides, d'accord? Et elle va l'inhiber et elle va activer la lipogénèse. C'est pour ça que les personnes qui sont diabétiques et qui prennent l'insuline ont tendance à gagner du poids, d'accord? Parce que l'insuline active généralement la lipogénèse, d'accord? Très bien. Donc, l'acidocétose diabétique est la conséquence d'une carence profonde en insuline, d'accord? C'est pour ça le résultat du diabète de type 1, d'accord? Parce que le diabète de type 1 s'accompagne d'une carence profonde en insuline. Par contre, le diabète de type 2, l'insuline est normalement sécrétée, d'accord? Mais on a une petite résistance, d'accord? Donc, l'acidocétose diabétique complique fréquemment un diabète de type 1, d'accord? Retenez ça. Ensuite, l'acidocétose diabétique, elle est définie sur le plan biologique par une hyperglycémie, ça c'est clair, par une hypercétonémie, d'accord, par une hypercétonémie, augmentation de la concentration des corps cétoniques au niveau du sang, qui sont des acides, et en même temps un déséquilibre acido-basique qui ont tendance à l'acidose. Donc c'est-à-dire une acidose, c'est-à-dire augmentation du pH du sang, d'accord, comme on a déjà dit, un déséquilibre hydroélectrolytique. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit que les corps cétoniques éliminent les bicarbonates dans les urines et c'est pour ça qu'on aura une carence en bicarbonate et d'autres ions vont être touchés, on va voir par la suite, d'accord? Très bien. Alors, notre acidocétose diabétique, elle est là, d'accord? C'est-à-dire qu'on a une augmentation du pH du sang et en même temps, on a une augmentation de la concentration des corps cétoniques. On va voir quelles sont les conséquences de ces anomalies-là. Alors, première conséquence, c'est l'hyperglycémie, parce que c'est une acidocétose diabétique. Automatiquement, on a une hyperglycémie, c'est-à-dire une augmentation de concentration de glucose au niveau du sang. Pourquoi? Parce que le glucose qui est au niveau sanguin n'arrive pas à entrer dans les cellules. Pourquoi il n'arrive pas à entrer dans les cellules? Parce qu'il y a une carence profonde en insuline qui est comme on a déjà dit, la clé pour que le glucose rentre au niveau de la cellule. Alors, les conséquences de l'hyperglycémie, premièrement, une déshydratation intracellulaire. Pourquoi? Parce que le glucose, quand il est au niveau du sang, la cellule, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va libérer l'eau qui est dans la cellule, dans le sang, pour tamponner un petit peu l'hyperglycémie. Je vous donne un exemple. Par exemple, votre café est un peu sucré, vous rajoutez un peu de café pour que le goût sucré diminue, d'accord? Donc, c'est la même chose au niveau de notre organisme. On a une hyperglycémie au niveau du sang et là, ce sont les cellules. D'accord? Là, ce sont les cellules qui sont en état d'hypoglycémie. D'accord? Malgré le glucose qui est très très abondant en milieu extracellulaire, mais il n'arrive pas à rentrer dans le niveau de la cellule. Donc, comme si la cellule, elle est en hypoglycémie. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle va faire pour tamponner cette hyperglycémie? Elle va libérer l'eau qui est à l'intérieur des cellules. N'oubliez pas que l'eau existe à l'intérieur des cellules, entre les cellules et dans l'espace vasculaire. D'accord? Elle va libérer pour tamponner un petit peu cette hyperglycémie. Et quand elle libère de l'eau, on aura une déshydratation au niveau des cellules, qu'on appelle une déshydratation intracellulaire. D'accord? Ça, c'est dans un premier temps. Et les choses tendent à s'aggraver encore. La déshydratation intracellulaire est accompagnée encore plus d'une déshydratation extracellulaire. Pourquoi? Parce que l'eau qui est à l'intérieur des vaisseaux va augmenter de volume, donc le vaisseau va augmenter de volume, et qu'est-ce qu'on va faire? Le vaisseau, s'il reste comme ça, il va s'éclater grâce au rein qui filtre l'eau qui est en excès. Donc le rein va filtrer tout ça et va nous donner les urines, d'accord? Et donc, on aura non seulement une déshydratation au niveau de l'espace cellulaire, au niveau des cellules, mais en même temps, on aura l'eau au niveau des vaisseaux qui est vidée dans les urines, d'accord? Et c'est pour ça que les personnes diabétiques, sans avoir l'acidocétose diabétique, ils ont une polyurie. Pourquoi? Parce qu'ils ont une petite hyperglycémie, d'accord? Quand la glycémie de la personne est non contrôlée généralement, il tend à uriner beaucoup, d'accord? Parce que l'eau qui est dans les urines, d'accord?
il tend à être éliminé, l'eau qui est dans les vaisseaux, il tend à être éliminé dans les urines par le rein. D'accord? Sinon, le vaisseau va s'éclater. D'accord? Et donc, on aura non seulement une déshydratation intracellulaire, mais aussi une déshydratation extracellulaire. D'accord? Donc, ce qu'on appelle une déshydratation mixte. D'accord? Une déshydratation mixte. D'accord? Et la déshydratation extracellulaire va stimuler le système rénine-angiotensine-aldostérone, va stimuler aussi l'hormone de soif qui est l'ADH, et donc on aura une augmentation des besoins en eau. D'accord? La personne diabétique est tout le temps sentir a besoin de boire de l'eau, d'accord? Donc une polydipsie, et en même temps une polyurie. D'accord? J'espère que c'est clair. Alors, cette déshydratation qui est mixte est à l'origine d'une hypovolémie. Donc, l'eau qui était dans les vaisseaux est vidée dans les urines. Donc, on aura une hypovolémie responsable d'une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Ça veut dire quoi? Le rein, pour fonctionner et pour filtrer les déchets du sang, il a besoin d'une petite pression, d'accord? Pour que la filtration se fait d'une manière adéquate, d'accord? Quand on aura une hypovolémie, d'accord, on aura diminution du volume de filtration, c'est-à-dire que le volume du sang qui arrive au rein est diminué, d'accord, et donc on aura le rein ne peut pas vraiment filtrer le sang comme il faut, d'accord, donc c'est une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Fonctionnelle, ça veut dire quoi? Elle est due à l'hypovolémie seulement, c'est-à-dire si on corrige l'hypovolémie, l'insuffisance rénale aiguë elle va disparaître, d'accord? Très bien. Néphropathie diabétique sous-jacente, plus ou moins néphro-diabétique sous-jacente, c'est-à-dire que l'insuffisance rénale fonctionnelle peut devenir organique, c'est-à-dire organique par défaillance du rein lui-même, d'accord? Voire un état de choc, c'est-à-dire diminution vraiment des volumes du sang, donc un état de choc lorsque la perte hydrique est majeure. De l'autre côté, donc l'hypercétonémie, c'est-à-dire l'augmentation de la concentration des acides, des corps cétoniques au niveau du sang, et l'apparition d'une cétonurie résulte d'une cytogénèse hépatique accrue, c'est-à-dire que le foie va synthétiser ces corps cétoniques, une utilisation périphérique limitée des corps cétoniques en absence d'insuline, d'accord, le rejoué par l'hyperglucocétonémie éprouvée. Donc là, le foie va synthétiser des corps cétoniques en continu, d'accord? Et ces corps cétoniques vont aller vers le sang et ensuite aller vers d'autres cellules. Et ces cellules vont utiliser, ces corps cétoniques pour la dégrader en acétyl-CoA. Et l'acétyl-CoA va donner de l'énergie, d'accord? Donc, récapitulons un petit peu, il y a une carence profonde en insuline, d'accord? Soit la personne est diabétique, elle a oublié par exemple de prendre, ou une personne diabétique a oublié de prendre sa dose d'insuline, d'accord? Donc, on n'a pas l'essentiel, quelle que soit l'étiologie, l'essentiel qu'on a une carence profonde en insuline. D'accord? L'essentiel qu'on a une carence profonde en insuline. Quand on a une carence profonde en insuline, le glucose qui est au niveau du sang n'arrive pas à rentrer dans la cellule. La cellule, elle est en hypoglycémie. Elle a besoin de l'ATP. Comment elle a besoin de l'ATP pour ses différentes activités. Et elle a besoin de développer une autre méthode pour avoir de l'ATP. D'accord? L'autre méthode, c'est quoi? C'est la lipolyse. Elle fait la destruction, donc au niveau des adipocytes, donc ils font la destruction des lipides, donc des lipides en acides gras. Ces acides gras vont vers le sang, vers ces cellules. Et ces cellules vont dégrader les acides gras en acétyl-CoA. L'acétyl-CoA va nous donner quoi? Va nous donner les corps cétoniques au niveau du foie, là au niveau du foie. D'accord? Donc au niveau du foie, les acides gras des adipocytes vont vers le foie, et au niveau du foie, les acides gras forment l'acétyl-CoA. L'acétyl-CoA forme les corps cétoniques, et parfois l'acétyl-CoA il peut emprunter le cycle de Krebs, mais l'excès d'acétyl-CoA, c'est-à-dire la grande quantité d'acétyl-CoA, sature rapidement le cycle de Krebs, c'est-à-dire le cycle de Krebs est saturé. C'est-à-dire que l'acétyl-CoA qui n'empruntent pas le cycle de Krebs, ils vont faire quoi? Ils vont former les corps cétoniques. D'accord, qu'on appelle la cétogénèse. Donc, et empruntent alors préférentiellement la voie cétogénèse, et ces corps cétoniques vont vers le sang automatiquement, aboutissant à la synthèse donc
aboutissant à la synthèse de corps cétonique et ce dernier se réduit, se décarbonyle précisément en acétone. Donc là, on a trois types de corps cétoniques, ça c'est pas vraiment important. Les corps cétoniques sont de trois types. Premièrement, l'acide acétoacétique, c'est le premier corps cétonique, type de corps cétonique. Le deuxième type, c'est l'acide bêta-hydroxybutyrique, d'accord? Et le troisième type, c'est l'acétone. D'accord? Le troisième type, c'est l'acétone. Alors, les corps cétoniques en excès dans le sang sont éliminés par voie rénale, d'accord? Ce qu'on appelle la cétonurie. Donc, à l'état normal, quand on a une quantité suffisante d'insuline, la cellule, elle n'a pas besoin de ces corps cétoniques pour avoir de l'ATP. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'insuline, le glucose arrive ou là, le glucose rentre au niveau de la cellule. Donc, la cellule n'a pas besoin de sécréter, l'organisme n'a pas besoin de synthétiser des corps cétoniques pour avoir de l'énergie. D'accord, vous avez compris. Donc là, à l'état pathologique, donc on a une cétonurie, c'est-à-dire la présence de ces, de ces anticorps, désolé, de ces corps cétoniques au niveau sanguin, au niveau des urines et au niveau sanguin, d'accord, en excès. Donc, et par voie respiratoire, donc même ce sont des acides qui sont volatiles, d'accord, rappelez-vous, en biochimie, ce sont des acides qui sont volatiles, donc qui traversent la barrière alvéolo-capillaire, et donc, pour l'acétone, et donc donner une odeur caractéristique, d'accord, une odeur caractéristique de l'ala, d'accord. Et donc finalement, la définition de notre acidocétose diabétique, c'est quoi? C'est l'augmentation des corps cétoniques au niveau du sang et en même temps, rappelez-vous le mot acido, c'est-à-dire une acidose métabolique organique. C'est la définition. Donc acidose métabolique organique, pourquoi? Parce que, comme on a déjà dit, les corps cétoniques, ils vont faire quoi? Ils vont éliminer avec eux les bicarbonates, d'accord? Ils vont éliminer avec eux les bicarbonates et donc fuite urinaire de bicarbonate. Donc les bicarbonates vont diminuer de concentration. En même temps, le pH va diminuer. Rappelez-vous l'équation qu'on a déjà développée. Et donc le pH diminue et donc on aura une acidose métabolique. Pourquoi? Parce qu'elle est due à la diminution de bicarbonate. Pourquoi organique? Quelle est la définition du mot organique? Organique, eh ben, ça veut dire que la diminution de la concentration des bicarbonates, elle est due à une cause organique, c'est-à-dire c'est les acides faibles qui sont les corps cétoniques qui ont consommé en quelque sorte les bicarbonates. D'accord? Quand je vous dis minéral ça veut dire acidose métabolique. Là, il manque le mot métabolique. Hein. Acidose métabolique minérale, ça veut dire que la diminution de la concentration de bicarbonate est due par exemple à un vomissement, est due par exemple à une diarrhée, est due par exemple, l'essentiel c'est une cause qui est minérale. D'accord? À une fuite rénale, d'accord? À une polyurie, d'accord? Très bien. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est surtout l'acidose métabolique organique. Donc, vous voyez les croix, d'accord? Secondaire à une rétention des corps cétoniques. Et là, dans un deuxième temps, on aura une acidose métabolique minérale. Donc, les corps cétoniques, quand ils fuient dans les urines, ils vont entraîner avec eux la fuite des bicarbonates. Et donc, la fuite des bicarbonates va entraîner l'acidose. Donc, la diminution de la concentration des bicarbonates est due à leur fuite, d'accord, endogène des bicarbonates, d'accord, et donc c'est en quelque sorte minéral, d'accord, mais minéral on veut dire que par exemple quand ils sont éliminés par vomissement ou bien par diarrhée, d'accord, ils ne sont pas consommés par des substances comme on a déjà dit dans l'organique. Pourquoi? Parce que dans l'organique, on a les corps cétoniques qui sont chargés négativement, comme on a déjà dit. Donc, quand ils sont chargés négativement, le corps, automatiquement, pour équilibrer la charge négative au niveau du sang, il va débarrasser de le bicarbonate. D'accord? Il va se débarrasser des bicarbonates qui sont aussi des charges négatives. C'est bon? La réponse ventilatoire, donc l'acidose métabolique entraîne une hypocapnie. Pourquoi? Rappelez-vous l'équation. Donc, on va écrire encore une fois l'équation du pH. L'équation du pH est très très importante, il faut la retenir par cœur parce elle vous aide à comprendre pas mal de notions en physiopathologie. D'accord? Donc là, le pH est égal au bicarbonate, donc HCO3-, c'est en concentration bien sûr, sur la PaCO2.
Bien sûr, il y a des constantes au niveau de l'équation, mais regardez juste les choses qui changent. Alors là, quand on a une diminution, donc on a dit on a une diminution du bicarbonate, automatiquement on a une diminution du pH et là on tombe dans l'acidose. Le corps, qu'est-ce qu'il va faire pour équilibrer l'équation? Il va encore diminuer, d'accord? Pour équilibrer l'équation, il va diminuer la PaCO2. Et comment? Pour garder ça constant, pour garder ça dans les normes, d'accord? Pour qu'on ne tombe pas dans l'acidose. Et ça, c'est un mécanisme qui est dépassé dans la plupart des cas, parce que s'il n'est pas dépassé, le pH n'aura pas, on ne tombe pas dans l'acidose s'il n'est pas dépassé. Ce mécanisme est généralement dépassé. D'accord? On tombe surtout dans l'acidose. Mais ce mécanisme, il est intéressant à connaître. Donc, comment on diminue la PaCO2? C'est par la respiration. D'accord? Et le patient, donc comment il diminue la PaCO2? C'est par la respiration qu'on a dit, la respiration paradoxale de Kussmaul. D'accord? Donc il fait comme si c'est une polypnée. D'accord? Pour débarrasser de la PaCO2, pour diminuer la concentration du PaCO2 et pour garder le pH dans les normes. D'accord? Qu'on appelle la respiration de Kussmaul. Alors, réponse ventilatoire, on aura comme si c'est une polypnée. D'accord? J'ai oublié de vous aborder la notion de l'hyperchlorémie secondaire. Pourquoi on a une augmentation du chlore secondaire? Parce que généralement, le chlore, il a une charge négative, d'accord? Et même les corps cétoniques ont une charge négative. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que le chlore, c'est que les corps cétoniques empêchent le chlore d'être filtré par le rein. D'accord? D'être filtré par le rein parce qu'on aura comme si une répulsion. D'accord? Une répulsion entre les deux charges négatives. Et ça va causer l'augmentation du chlore au niveau du sang. Ça, c'est une notion vraiment pas importante, mais quand même à connaître. Alors voilà, on peut avoir aussi une acidose lactique. Pourquoi? Parce que généralement, donc quand on aura une déshydratation globale, donc une diminution du volume du sang ou une diminution de la volémie, donc une hypovolémie, donc le sang n'arrive pas beaucoup au tissu. Et le sang qui fait, donc surtout le sang artériel qui nous intéresse, parce qu'il contient des nutriments, il contient en même temps l'oxygène. Donc les tissus vont être hypoperfusés, d'accord? Donc pas d'oxygène et donc et pas de bien sûr de nutriments pour synthétiser de l'ATP et donc passage vers le mode anaérobie, d'accord? C'est-à-dire la dégradation de tout ce qui est dégradable en absence d'oxygène, d'accord? Donc les cellules passent en mode anaérobie. Pourquoi? Parce qu'ils ne reçoivent pas assez d'oxygène. Et le mode anaérobie, on sait qu'il produit l'acide lactique. Ça c'est clair. Il produit l'acide lactique, d'accord? Très bien. Et bien sûr, notre acide lactique, quand il est au niveau du sang, il va consommer les bicarbonates. Ça, c'est clair. Il va consommer parce que les bicarbonates, ce sont des molécules ce sont des ions qui sont basiques. Il faut pas oublier ça. Et quand il rencontre un élément qui est acide, il tamponne. C'est ça le rôle des bicarbonates. Il tamponne l'acide et donc on tombe dans l'acidose parce qu'on aura une diminution du taux de bicarbonate. Donc, comme on a déjà dit, donc là, une hyperglycémie va entraîner une déshydratation intracellulaire. En même temps, la déshydratation intracellulaire va s'accompagner aussi encore plus d'une déshydratation extracellulaire. Donc, on aura une déshydratation qui est globale, une hypovolémie. Et l'hypovolémie, on a déjà dit qu'elle cause une insuffisance rénale fonctionnelle. D'accord? Très bien. Les conséquences sur le Na+, donc les conséquences sur le sodium qui se trouve au niveau du secteur plasmatique ou là au niveau du sang. Donc on sait que le glucose, d'accord, est une molécule, voilà, est une molécule qui est osmotique active. Pourquoi osmotique active? Parce que quand elle se retrouve au niveau du sang, elle a tendance à attirer l'eau de l'espace intracellulaire vers
Le secteur extracellulaire, ça on a déjà dit, pour tamponner, si vous voulez, l'hyperglycémie. Et donc, quand elle tamponne l'hyperglycémie, rappelez-vous que toujours on mesure la natrémie en concentration. D'accord? En concentration, tarkise, en concentration. Et donc, quand on a appel à l'eau du secteur intracellulaire vers le secteur plasmatique, comme si c'est les mêmes molécules, c'est les mêmes ions, c'est le même nombre d'ions de Na+, qui sont là, mais ils sont dilués par un plus grand nombre par un plus grand volume, si vous voulez, j'espère que c'est clair, par un plus grand volume de liquide, d'accord? Et donc, on tombe dans l'hyponatrémie. Donc ça, c'est une fausse hyponatrémie par expansion, juste par expansion, là, par hémodilution, parce que généralement, on mesure la natrémie par milli-équivalent, là, par millimol par litre. Ça, par milli-équivalent par litre. Donc ça, ce sont des concentrations, tarkise, d'accord, des concentrations. Et quand le volume augmente, la concentration diminue et on tombe dans une fausse hyponatrémie. D'accord? Très bien. Et comme c'est une fausse hyponatrémie, donc la natrémie mesurée doit être corrigée par cette équation que je ne trouve pas vraiment importante. D'accord? L'essentiel que c'est une fausse hyponatrémie qu'il faut ajuster en fonction de la glycémie, qu'on appelle la natrémie corrigée. Et la natrémie corrigée, c'est celle qui est prise en considération. Alors la dyskaliémie, le déficit potassique est important, donc on aura généralement une hypokaliémie par les pertes rénales parce qu'on a une diurèse osmotique. Pourquoi? On a déjà dit attraction de l'eau du secteur intracellulaire vers le secteur plasmatique et on sait que l'ion le plus important au niveau de la cellule c'est le potassium. Rappelez-vous que l'ion le plus important au niveau de la cellule, c'est le potassium par excellence. Et quand on ramène l'eau de l'espace intracellulaire vers le volume plasmatique, comme si on a ramené de l'eau et l'eau a ramené avec lui le potassium. Donc, dans un premier temps, on a une hyperkaliémie, c'est-à-dire augmentation de la concentration de potassium au niveau du sang, mais en même temps, on a déjà dit que le volume qui est au niveau du sang va être uriné, donc il va vers les urines, donc il va être filtré et tout va vers les urines. C'est pour ça qu'on a une déshydratation mixte, une déshydratation globale, d'accord? Et donc automatiquement ces ions de potassium qui ont été déversés au niveau du sang, ils vont vers les urines automatiquement et donc on tombe dans l'hypokaliémie, d'accord? L'hypokaliémie. D'accord? L'hypokaliémie, elle est le résultat aussi de l'hyperaldostéronisme secondaire à l'hypovolémie. Donc l'hypovolémie est l'augmentation de la pression, la diminution de la pression artérielle. Rappelez-vous, j'ai déjà vu une vidéo sur le système rénine-angiotensine-aldostérone. Donc, elle va stimuler le système rénine-angiotensine-aldostérone et l'aldostérone va faire quoi? Va réabsorber le Na+, d'accord? Va réabsorber le Na+, des urines vers le sang et il va sécréter le K+, du sang vers les urines, d'accord? Et donc, on débarrasse de potassium encore une fois, et un risque accru d'altération de la pompe cardiaque, d'accord? Donc, on aura une hypokaliémie, d'accord? J'insiste, on a un déficit potassique, une hypokaliémie, d'accord? Un déficit égale hypokaliémie. Dans l'acidocétose diabétique, on a tendance à faire des vomissements, d'accord? On a tendance à faire des vomissements et donc ça va accélérer encore plus, ça va accentuer encore plus les pertes de ces ions, notamment le potassium, d'accord? Très bien. Et comme on a déjà dit, transfert du potassium du secteur intracellulaire vers le secteur extracellulaire parce que l'ion le plus important au niveau de la cellule, c'est le potassium, d'accord? Très bien. Retenez qu'il y a pas mal d'altération des électrolytes. Donc, on a déjà dit qu'il y a une hyponatrémie qui est fausse. On a déjà une hypokaliémie. Et même d'autres ions vont être touchés, notamment phosphore, notamment l'hypomagnésémie dans le magnésium, donc le calcium. D'accord? Donc, pas mal le phosphate, désolé, pas mal d'ions vont être touchés et vont être perdus par les urines, d'accord? Parce qu'on a une polyurie. Donc, la présentation clinique de cette acidocétose diabétique, premièrement, l'installation, elle est aiguë en moins de 24 à 48 heures. Deuxièmement, l'accentuation des signes cardinaux de l'hyperglycémie, notamment le syndrome polyuropolydipsique. On a déjà parlé de ça. L'asthénie, pourquoi? Parce que la cellule, elle n'arrive pas à utiliser le glucose qui est en excès au niveau du sang.
D'accord? Donc, pas d'ATP, pas d'énergie et donc asthénie. D'accord? Vision floue et un amaigrissement. Un amaigrissement, donc pourquoi? Parce que l'organisme, il a tendance non seulement à dégrader les lipides, ça c'est d'un côté, donc dégrader les lipides, donc on a déjà dit une lipolyse, et dans un deuxième temps, on a une tendance à la déshydratation, perte de pas mal de liquide. Et tout ce qui est liquide, c'est du poids, d'accord? Donc là, on a tendance à l'amaigrissement. Signe de déshydratation globale à prédominance extracellulaire, donc tous les signes de déshydratation extracellulaire que vous connaissez, notamment l'hypotension artérielle, la tachycardie compensatrice, les plis cutanés, la soif, la sécheresse des muqueuses buccales, d'accord? C'est pour ça que la soif est toujours là, parce qu'on a une déshydratation extracellulaire. Pourquoi? Parce que la soif est en relation avec le volume du sang, d'accord? Sécheresse de la muqueuse buccale, l'hypotonie des globes oculaires, etc. Une polypnée, pourquoi une polypnée? Pour compenser, on a déjà dit, ah voilà, la respiration de Kussmaul. La respiration de Kussmaul, donc c'est une respiration qui est ample, elle rassemble à une polypnée, d'accord? Odeur acétonique de l'haleine, tout ça c'est comme une pomme qui a expiré, donc d'accord? Tout ça, ce sont des signes de l'acidocétose diabétique. Troubles digestifs, vomissements, voir un tableau pseudo-chirurgical, troubles de la conscience, d'accord? Des crampes musculaires et une hypothermie en rapport avec la vasodilatation. Des crampes musculaires parce que généralement, c'est en relation avec l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale qui n'arrive pas à filtrer plein d'ions et ça va entraîner des crampes musculaires. Une hypothermie en rapport avec la vasodilatation périphérique, d'accord, pouvant masquer un syndrome infectieux. La confirmation du diagnostic nécessite la présence, donc, on mesure la glycémie, donc on va retrouver pratiquement une hyperglycémie, d'accord. Une cétose, donc augmentation de la concentration, donc détectée soit par les bandelettes urinaires, soit dans le sang, d'accord. Donc une cétonémie capillaire supérieure à 3 millimoles par litre, alors que dans l'état normal, elle est inférieure à 0,15 millimoles par litre. Donc vous voyez, une acidose métabolique à la gazométrie artérielle, d'accord? Donc une acidose métabolique, donc diminution du pH, augmentation de la concentration de l'HCO3-, et dans certains cas, quand elle est compensée, donc on a une diminution du PaCO2. D'accord? pH artériel inférieur à 7,3 et un taux de bicarbonate inférieur à 18. Donc vous remarquez que c'est carrément une acidose métabolique. D'accord? Très bien. Le reste du bilan mettra en évidence un trou anionique élevé. On a déjà dit que le trou anionique, c'est le Na+, moins le chlore, moins le bicarbonate. Quand le bicarbonate diminue, automatiquement, le trou anionique est élevé. D'accord? Donc voilà, le trou anionique, c'est le Na+, moins le chlore, moins HCO3-. Quand on fait rentrer ce moins vers le plus, ça veut dire moins, d'accord? Sans les... euh, si vous voulez, si on veut enlever les... Ah, j'ai oublié comment dire. D'accord? Très bien. Alors, l'hyperosmolarité constante mais modérée. Donc, l'hyperosmolarité, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'augmentation des ions au niveau du sang. D'accord? Constante mais modérée ne dépasse pas 320 milliosmoles par litre dû à l'hyperglycémie d'une part et explique la déshydratation extracellulaire, on a déjà dit ça. L'osmolarité plasmatique par la formule, c'est pas vraiment important. D'accord? Alors, le diagnostic, donc l'anatrémie peut être diminuée, normale ou élevée. Donc, l'anatrémie peut être normale dans les situations où on a vraiment une acidocétose pas vraiment importante, donc pas une dilution importante. Mais quand ça va devenir une dilution importante, donc ça va devenir une fausse hyponatrémie. Maintenant, pourquoi elle est élevée? Pourquoi elle est élevée? Elle est élevée parce que généralement on a un système qu'on a déjà dit, c'est le système rénine-angiotensine-aldostérone, d'accord, qui va régler le problème de l'hypovolémie. Il va encore plus réabsorber le Na+, et comme on a déjà dit, sécréter le K+ au niveau du sang. Donc, elle peut être dans certains cas élevée par l'intervention du système rénine-angiotensine-aldostérone. D'accord? La déplétion potassique constante, mais c'est ça la chose qui est vraiment intéressante en physiopathe, c'est que
chaque mot a l'explication. C'est vraiment important d'essayer de savoir comment ça et d'essayer de rechercher les informations, d'essayer de savoir la cause, surtout en physiopathologie, parce que c'est un module qui est vraiment intéressant. D'accord? Alors, la déplétion potassique constante, mais attention, car une hypercalémie est constatée dans 30% des cas lors de la phase initiale de la prise en charge. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit qu'il y a dans un premier temps une hypercalémie et dans un second temps une hypocalémie. Les bicarbonates sont diminués. On a une hypertriglycéridémie, c'est logique parce qu'on a une lipolyse tout le temps. Donc les acides gras, on a déjà dit, ils passent au niveau du sang avant de rejoindre le foie. Une hyperamylasémie et une hyperlipasémie, donc la lipase peut s'observer. D'accord? On peut avoir dans certains cas l'urée et la créatinine qui peuvent être élevées, d'accord? Et ça, c'est en relation avec l'insuffisance rénale fonctionnelle qui est secondaire juste à la déshydratation. C'est-à-dire, si on corrige la déshydratation, on va corriger l'insuffisance rénale fonctionnelle et tout se rend dans l'ordre, d'accord? Le FNS peut mettre en évidence une hyperleucocytose modérée. Pourquoi une hyperleucocytose? Parce que généralement, donc, on peut avoir une infection qui est la cause de cette, donc, parmi les étiologies, c'est les infections qui font que les leucocytes donc, vont être augmentés au niveau du sang, mais ceci en dehors de tout foyer infectieux. Pourquoi? Parce que généralement, quand on a les adipocytes qui vont faire la lipolyse, ils vont sécréter aussi quelques molécules pro-inflammatoires, quelques cytokines, d'accord? Et qui vont créer un état d'inflammation, d'accord? Donc on peut trouver dans certaines situations une hyperleucocytose qui est modérée. D'accord? Le CG peut trouver aussi un trouble de la repolarisation et ça en rapport avec les problèmes de la concentration de la kaliémie. D'accord? La concentration de potassium. L'acidocétose est classée en différents stades, légère, modérée et sévère, selon les chiffres de la glycémie, les corps cétoniques, le pH, la concentration de l'HCO3-, trop anionique et l'état de conscience. Je ne trouve pas vraiment important ça à retenir, mais retenez qu'il y a différents grades de gravité de l'acidocétose diabétique. Donc, il faut savoir que l'augmentation du pH du sang a différents impacts, que ce soit sur le système immunitaire, risque d'infection, que ce soit sur le système de coagulation, donc risque de coagulation, la trouble de coagulation, que ce soit sur le système digestif, des gastrites et des pancréatites aiguës. Donc ça, c'est vraiment des complications qui ne sont pas importantes, mais ce sont des complications à connaître. D'accord? Donc voilà, et justement le but du traitement c'est d'éviter les choses à aggraver encore plus et donner des complications. Alors les étiologies, on a déjà dit que l'étiologie la principale c'est le déficit absolu en insuline. Que ce soit un diabète de type sucré de type 1, c'est-à-dire un diabète qui est non diagnostiqué, comme si on بالعربية ما فاقلوش, d'accord? واحد ما فاقش بلي عنده السكر. Donc c'est un diabète sucré de type 1 non diagnostiqué et non pris en charge, d'accord? C'est-à-dire que la personne n'a pas la personne ne sait pas que elle est diabétique, d'accord? Elle n'est pas encore diagnostiquée, ou bien elle est diagnostiquée, elle est sous traitement insulinique, mais il y a erreur ou émission thérapeutique, c'est-à-dire que la personne a oublié, par exemple, une dose d'insuline, ou bien il y a un écart vraiment important entre deux doses d'insuline. Ça favorise vraiment un état d'acidocétose diabétique. Si vous retenez une chose de cette vidéo, retenez que pour que l'acidocétose diabétique aura lieu, il faut qu'on aura une hypoinsulinémie. D'accord? Carence profonde en insuline. Pourquoi? Parce que l'insuline bloque la formation de corps cétoniques. Et donc, les corps cétoniques méconnaissent, donc il n'y a pas de corps cétonique s'il y a de l'insuline. Donc, si vous retenez une chose de cette vidéo, retenez que s'il y a une acidocétose diabétique, il y a automatiquement une carence profonde en insuline. D'accord? Une carence profonde en insuline ou je dis bien donc un déficit absolu, c'est-à-dire réel en insuline, ou bien un déficit relatif. Pourquoi relatif? Donc, comme par exemple, quand on est par exemple dans les états de stress ou bien une grossesse, donc la grossesse augmente
les besoins de l'organisme en glucose, donc on aura une hyperglycémie, et donc la quantité qui est sécrétée par l'organisme, elle n'est pas suffisante, d'accord? Elle est là, mais elle n'est pas suffisante, qu'on appelle un déficit relatif. Donc par rapport au glucose qui est au niveau du sang, la quantité, malgré elle est sécrétée de façon normale, mais elle n'est pas suffisante. Donc ça, c'est un déficit qui est relatif. Pareil pour l'infection, on a une hyperglycémie, pancréatite, d'accord? Pancréatite, c'est-à-dire un déficit qui est relatif, donc diminution relative de la sécrétion de l'insuline, d'accord? Tout ce qui est traumatisme, tout ça a une relation avec une hyperglycémie. Donc la dose d'insuline produite par l'organisme qui était dans un premier temps suffisante, elle est là insuffisante. L'hyperthyroïdie parce que les hormones thyroïdiennes sont hyperglycémiantes. Tous donc phéochromocytomes, tous les tumeurs, si vous voulez, qui sécrètent des hormones hyperglycémiantes, les stéroïdes, les catécholamines sont des molécules qu'on sait hyperglycémiantes, d'accord? Donc tout ça, c'est un déficit qui est relatif. Mais la cause la plus importante et la plus fréquente de l'acidocétose, c'est le diabète. Que ce soit un diabète qui est non diagnostiqué ou bien un diabète qui est diagnostiqué, mais on a omis le traitement, d'accord? Il faut savoir aussi que elle peut conduire au coma, d'accord? L'acidocétose diabétique peut conduire au coma. Et voilà, je vous remercie. J'ai tout expliqué dans la vidéo concernant l'acidocétose diabétique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à les poser en commentaire, d'accord? Et abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo un peu partout et à la prochaine.